Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'achat où je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés au Salon du Livre lui-même en novembre dernier. Les livres que moi-même je me suis procuré récemment et les 2 livres que j'ai reçus pendant le swap que j'ai fait avec MH la lectrice. Donc si vous la connaissez pas ou que vous n'avez pas vu le swap que j'ai publié il y a 2 vidéos en fait la semaine dernière, je vais tout vous mettre en barre d'informations. Alors sans plus tarder, on va commencer. On va commencer avec les livres que j'ai reçus au Salon du Livre. Et là, quand je suis arrivée, je me suis tout de suite dirigée, en fait, j'ai tout de suite commencé à chercher le stand de La Pastèque, qui est une maison d'édition québécoise qui, je dirais, se spécialise plus en BD qu'en roman traditionnel, là, au niveau du format, je dirais. Et la première journée du salon, qui était mercredi le 16, ils avaient une promotion spéciale. Dans le fond, à chaque achat, on te donnait un sac qui a été designé par La Pastèque, puis il est vraiment joli. C'est un sac brun avec un beau dessin dessus, donc je vais vous le montrer, ça va faire beaucoup de bruit. Alors, voilà le 10 sacs. Ça ressemble à ça. C'est comme un sac d'épicerie brun, mais c'est vraiment beau les dessins. Et puis, j'ai décidé de tout mettre mes achats de la journée là-dedans, logiquement. Fait que voilà à quoi ça ressemble. Fait qu'on va aller voir à l'intérieur. D'abord, j'ai mis un sac des éditions Héliotrope, chez qui je suis allée magasiner aussi. Donc voici Héliotrope, qui sont plus une maison d'édition de romans, quoi, ou de nouvelles. Bref, le design est beaucoup plus simple. Et j'avais aussi mon petit cahier avec moi qui me dit, dans le fond, qui me montre des interviews avec les auteurs invités d'honneur de cette année. Lui, c'est un spécialiste du polar. Donc, justement, quand je l'ai vu à la conférence de presse pour ouvrir le salon une semaine avant, il se demandait pourquoi il était invité d'honneur, pardon, parce que lui il publie comme plus des documentaires, voilà, c'est comme des ouvrages plus scientifiques, c'est pas de la fiction qu'il publie, il parle de fiction justement, mais il l'analyse. Fait qu'il était très surpris et très honoré d'être invité au salon. Fait qu'il a dit quelque chose que je trouvais très juste. Il a dit moi c'était pas un rêve d'être invité d'honneur au salon parce que je pensais jamais pouvoir y venir, donc c'est pas un rêve réalisé du tout parce que tout le monde dit d'habitude oh c'était mon rêve d'être invité, c'est un honneur et tout. Alors La Pastèque a publié tout récemment un nouvel ouvrage, logiquement, écrit par Alain Farah et dessiné par Mélanie Baillarger. Ça s'appelle La ligne la plus... Oh my god, je l'ai vraiment pas. Ça s'intitule La ligne la plus sombre et c'est un des ouvrages dont j'attendais le plus la sortie avec le plus d'excitation, quoi, parce que j'ai lu déjà Pourquoi Bologne d'Alain Farah que j'ai beaucoup aimé. C'est une autofiction et ben, vu que c'est lui qui est encore l'auteur de ce nouveau titre, je doutais pas que ça serait excellent. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui est nouveau, c'est que là, Alain Farah va pas juste écrire son roman tout seul, c'est qu'il est en travail d'équipe avec Mélanie Baillarger, donc dessin et images. Et le défi, c'est justement de faire en sorte que l'image serve le texte, que ça soit pas juste superflu et que sans l'image, on puisse comprendre le texte au complet à 100%. Il faut que l'image ajoute un sens ou complète le sens de ce que dit le texte. Donc voilà, j'ai déjà lu La ligne la plus sombre et c'était excellent. Voilà, donc à l'intérieur, je vais vous montrer les images, c'est magnifique. Ça, c'est des homards, en passant. Et à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Alors, le noir et le blanc, c'est la couleur prédominante, mais les touches de rouge viennent accentuer certains motifs ou des fois, à un moment pendant la BD, on parle des carrés rouges. Si vous ne savez pas c'est quoi les carrés rouges, c'est quand on a eu les grèves étudiantes en 2012, une période pendant laquelle j'étais justement à l'école à participer avec ça. Puis les carrés rouges, c'est un des symboles de cette revendication de la scolarité. Et voilà, ici c'est une de mes parties préférées de la BD parce que c'est des images en gravure, puis ils ont été juste collés sur le dessus, donc je pourrais l'arracher, l'image, si je voulais, puis la coller sur ma chambre, ce que je vais faire éventuellement, pas tout de suite, parce que je vais encore le voir dans le livre, mais voilà, fait que ça détache, c'est excellent, je capote, là j'ai pas l'air de capoter, mais c'est parce que j'ai capoté déjà il y a 3 semaines. Fait que voilà à quoi ça ressemble. C'est une histoire, c'est l'histoire autofictionnelle de Alain Farah, ici, qui vit sa vie, quoi, qui est auteur, puis qui va réfléchir sur divers sujets. C'est très... c'est une réflexion très intérieure aussi. C'est juste particulier, j'arrive pas à décrire vraiment ses œuvres, mais c'est particulier, puis
ça vient te chercher parce que c'est relatable. Quand on est dans le milieu littéraire, on parle d'amour dans cette BD-là aussi. Mais c'est vraiment bien quand on est intéressé au milieu de la créativité, de l'imaginaire, puis qu'on aime se poser des questions. Voilà pour ça. Je vous ai fait qu'une mini review, un mini avis, mais je vais vous en parler un peu plus dans son vidéo, bien évidemment. Et les deux autres livres, alors celui de Héliotrope, je me suis procuré Titre de transport de Alice Michaud-Lapointe. Alors voici. Alice Michaud-Lapointe est venue nous visiter en classe à l'université l'hiver dernier. Je la connaissais pas du tout. On a lu un de ses textes, un extrait plutôt de ce roman-ci avant, je dirais plus que c'est un récit qu'un roman. Récit, c'est plutôt la catégorie large, mais c'est comme Le principe de Titre de transport, c'est que Alice Michaud-Lapointe a visité toutes les stations de métro à Montréal et a inventé une histoire qui représenterait l'atmosphère de cette station, l'atmosphère sociale, esthétique, de quoi ça a l'air, c'est quoi que comment les gens y sont dans cette station-là, c'est quoi les hits de monuments, d'institutions, je sais pas parler, de paysages autour de cette station-là. Fait qu'il y a une petite histoire pour chaque station de métro dans ce recueil-là. Je vais finir par lui donner tous les noms. Et en plus, il a été finaliste au Grand Prix littéraire Archambault. Oh, bon. Ça, je m'en fous un petit peu, là. Bon. Hein? Voilà. C'est mieux comme ça. Puis j'ai vraiment aimé l'extrait que j'ai lu qui était sur la station Champ de Mars. Et petite anecdote justement pour le Champ de Mars, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui arrêtent à cette station-là parce qu'il y a le Vieux-Port, il y a le Palais des Congrès, il y a le quartier chinois aussi. Donc il y a beaucoup de touristes anglophones qui vont venir, admettons, au quartier chinois ou des Asiatiques eux-mêmes qui vont venir visiter. Alors la scène qu'elle a décrite pour cette station de métro, c'est des Asiatiques en visite qui veulent sortir à Champ de Mars puis qui demandent les directions à un jeune Québécois. Mais comme ils n'arrivent pas trop à se comprendre, puis c'est vraiment drôle. Puis ça parle franglais, puis c'est juste excellent. Fait que j'ai vraiment hâte de lire toute l'œuvre maintenant que je l'ai entre les mains. Je pense que ça va être vraiment bon. Finalement, je suis allée faire mon petit tour aux éditions Planète Rebelle et Christine, avec qui je corresponds, m'a conseillé de lire justement un recueil de contes. Et la dernière fois que j'avais lu un de leurs recueils de contes, c'était Les Contes d'Irlande de Mike Burns. Et ce que j'avais dit, à part que j'ai beaucoup aimé les contes, c'est que j'avais eu plus de difficultés vu que c'était nouveau à les écouter. À lire par l'écoute parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. Fait que là, il fallait que je m'habitue à aussi attendre les pauses du conteur. Quand un conteur compte, il fait des pauses, il parle plus lentement pour qu'on ait le temps d'assimiler l'information. Puis moi, j'étais tellement impatiente et pas habituée que je trouvais ça, il y a des moments où j'ai trouvé ça difficile. Alors là, plutôt que d'être effrayée, au contraire, j'ai très hâte de voir si mon expérience précédente va m'aider à encore mieux apprécier les contes de Michel Faubert. Je sais pas du tout de quoi parlent les contes de Michel Faubert, mais j'ai eu des très bons commentaires. On m'a dit que c'était excellent, qu'on avait beaucoup aimé. Fait que je me dis que je vais lire ça bientôt parce que ça a l'air d'être l'hiver, hein? Fait qu'il faudrait rester dans la thématique saisonnière, même si rien ne nous empêche de lire ces contes-là en été. Je pense que ça serait plus agréable de lire pendant l'hiver. Et finalement, Michel Faubert, c'est un gars bien connu au Québec, mais je le connais pas encore, fait que ça va m'introduire à l'œuvre de cet auteur. Voilà. Toujours garni, la pastèque. Ok, bon, la pastèque a un projet numérique, si ça vous intéresse, allez-y. Donc, ceux qui aiment dessiner, je sais vraiment pas parler aujourd'hui. Donc, ceux qui aiment dessiner en numérique, il y a un concours chez la pastèque, allez-y. Maintenant, on va passer au livre que j'ai reçu et que je me suis acheté. On va commencer par celui que je me suis acheté, il y en a juste un. Fort heureusement, parce que des fois je suis pas capable de me retenir. Je vais vous en montrer un autre finalement que j'ai acheté, qui est pour ma soeur, mais elle regarde pas mes vidéos, donc je peux vous le montrer. Le premier, c'est pour moi, c'est un recueil de poèmes. Donc, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos depuis quelques temps, je me suis mise à la poésie. J'en connais encore pas beaucoup, mais je veux en connaître plus. Et là, j'ai pris des poèmes de Mary Oliver, qui est une poète canadienne. Donc je me dis on va commencer par les auteurs de chez nous. Contemporaine, c'est-à-dire que elle publie quoi, ça c'est dans les années 90 ou 2000, 2009.
Donc c'est très bien. Et pourquoi je veux des auteurs contemporains, c'est pour que je puisse me sentir plus attachée, me reconnaître plus dans ses poèmes et donc mieux les apprécier. En anglais, relatable, ok? Donc ici, en fait, Lando m'avait beaucoup attiré dans la description des poèmes. Dans le fond, c'est quoi la pensée de Mary Oliver quand elle a écrit ses poèmes. Elle aussi, c'est aussi une grande poète parce qu'elle a gagné comme des prix, genre le prix de la poète canadienne de l'année ou des trucs comme ça, là. Ok, elle a gagné le National Book Award et le Pulitzer Prize en poésie et elle a été reconnue par le New York Times Book Review. Là, elle vit au Massachusetts. En tout cas, elle vit aux États-Unis, mais me semble qu'elle est canadienne. Ah ben, elle n'est pas canadienne. J'étais sûre qu'elle était canadienne. Pourquoi j'ai pensé qu'elle était canadienne? Il me semble que j'ai pris ça dans la section auteur canadien. Ils ont du mal à classer le livre. Mais bref, Mary Oliver est américaine finalement. Et bref, Lando qui m'a attirée, là. Dans le fond, je viens de relire un petit peu, là. Puis ces poèmes vont parler de reconnaître les beaux cadeaux que la nature nous fait dans le monde. Et voilà, moi je suis très attirée envers la nature. J'adore la nature, je voudrais être dans la nature tout le temps. J'aime la thématique de la nature. Des fois, j'associe des poèmes ou des textes sur la nature avec quelque chose de lent, d'ennuyant, d'hypnotisant négativement. Et là, je me dis non, il doit y avoir des poèmes sur la nature qui t'éveillent, qui te font apprécier, qui te font reconnaître les beautés de la vie sans que ça t'emmerde. Et justement, quand j'ai feuilleté puis j'ai lu quelques poèmes, j'étais comme « Ah, c'est bon, je suis pas ennuyée, on va y aller avec ça. » Alors, ça parle de l'évidence, de qu'est-ce qui est dans notre face, puis que des fois, on voit pas parce qu'on est tellement habitué de le voir tous les jours. Ensuite, maintenant, pour le livre, excusez, il est devant moi, pour le livre que je vais offrir à ma sœur, elle est à côté de moi, mais bon. C'est celui-là, avec le prix dessus. Donc, c'est Scrappy de celle-là. Et elle est hilarante. Moi, je l'adore. Puis je me dis, sa biographie ne peut qu'être que captivante et hilarante. Et justement, Emma, la lectrice, se l'est procurée. Puis j'étais comme, il faut que je l'aie. Puis il faut que je lui offre parce que, à ma soeur, parce que ça va être super bon, sûrement. Puis ça, c'est à Lando. Finalement, pour les deux livres que j'ai reçus de Emma, la lectrice, j'ai reçu... Excusez, il a reçu le prix Transfuge, là. On va finir avec ça. Donc, un livre de David Foster Wallace qui s'appelle La fille aux cheveux étranges. J'étais persuadée que Wallace était encore vivant parce qu'il est vraiment de notre temps. Finalement, il est mort en 2008. Fait qu'il est comme mort bien comme faux. Mais bon, c'est dommage, mais il aura fait des bonnes œuvres. J'ai hâte de lire celui-ci, étant quand même... consistant, gros, mais il est écrit gros aussi à l'intérieur et c'est très étroit les pages, alors ça explique la grosseur. Et je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air comme, je suppose déjà à l'avance que c'est bon parce que j'ai adoré écouter ses conférences, ses speeches qu'il donnait à des étudiants qui graduaient. C'est sur YouTube, partout, c'est facile à trouver, mais j'adore sa manière de parler, les métaphores qu'il utilise, les messages qu'il donne. Finalement, le tout dernier de cette vidéo, c'est House of Leaves, écrit par Mark Z. Danilewski, qui est américain et qui a publié ça en 2000 ou en 2001. Donc vraiment dans la nouvelle ère et c'est en plein dans la période que mes profs détestent appeler de cette manière parce qu'ils trouvent que le terme est très vague, mais c'est la période du post-modernisme. Voilà, c'est un livre post-moderne qui traite de thématiques post-modernes. Et la post-modernité, c'est quand tu reprends des thématiques ou des choses qui ont été travaillées en littérature beaucoup, des trucs plus traditionnels, que tu reprends ça et que tu les déconstruis et que tu en fais quelque chose de nouveau. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Et voilà, c'est une édition remasterisée. By the way, ça c'est un anglicisme. Alors voilà, c'est une édition qui comprend les notes des éditeurs, les notes de l'auteur, tout ce que tu peux vouloir dans le paratexte autour, là, ou l'épitexte, je me souviens plus du bon mot. Et puis ça, c'est la lettre que j'ai reçue de MH. Le book lui-même, oh mon Dieu! Le livre lui-même est assez éclectique et éclaté à l'intérieur. Donc ça, c'est le livre. Ça, c'est pas juste comme les notes de l'éditeur qui nous montrent si t'as écrit ça avant. Comme ça fait vraiment... C'est vraiment
intentionnel, ça fait partie de notre lecture. Il n'y a pas une page qui est pareille, désolé mon œil, mais... Ensuite, on a des pages plus conventionnelles comme ça, à ceci, des pages comme ça, donc d'autres avec des partitions, d'autres avec le texte en coin, comme ça, avec la typo qui change. Donc, je m'attends à une lecture fort intéressante, mais difficile à lire à cause de la forme du texte. Puis ça fait du shiny sur le côté, voilà. Fait que non, j'ai vraiment hâte de lire lui, mais ça sera pas maintenant que je vais le lire, là. Je pense que je vais commencer à le lire plus cet été. Donc c'était tout pour ma vidéo d'achat. J'espère que vous avez trouvé des lectures qui peut-être vous intéresseraient. Donc d'ici la prochaine vidéo, qui va être fort probablement après Noël, je vous souhaite un très beau réveillon de Noël. Si vous ne fêtez pas Noël, un très beau moment passé en famille. Et puis on va se retrouver après Noël, mais avant le jour de l'an, pour des vidéos de récapitulatifs. Ça se dit pas. Pour des vidéos récapitulatives, voilà, de mes lectures, de mes réalisations de l'année, hein, les hits pour moi, ce que j'ai vécu de plus chouette, ce que j'ai réussi à réaliser aussi. Donc d'ici la prochaine vidéo, bonne journée, bonne lecture, joyeux Noël, amusez-vous, reposez-vous, soyez pas trop énervés comme mon chien, et voilà, bye!